À peu près à l'époque du massacre de Casquillé, 1858, nous entendîmes dire que des hommes blancs étaient en train de mesurer la terre au sud de notre camp. En compagnie d'un certain nombre de guerriers, j'allais leur rendre visite. Nous ne les comprenions pas très bien car nous n'avions pas d'interprète, mais nous fîmes un traité avec eux, scellé par une poignée de main et la promesse d'être frères. Puis nous installâmes notre camp près du leur, et ils vinrent faire du troc avec nous. Nous leur donnâmes des peaux de daim, des couvertures et des poneys en échange de chemises et de provisions. Nous leur apportâmes également du gibier pour lequel ils nous donnèrent de l'argent. Nous ne connaissions pas la valeur de l'argent, mais nous le gardâmes. Et plus tard nous apprîmes des Indiens Navajo qu'il était très précieux. Tous les jours ils mesuraient la terre avec de curieux instruments, et faisaient des marques que nous ne comprenions pas. C'étaient des hommes bons, et nous étions désolés de les voir partir vers l'ouest. Ce n'étaient pas des soldats. C'étaient les premiers hommes blancs que je voyais. Une dizaine d'années après, d'autres hommes blancs, peu nombreux, vinrent. Ceux-là étaient tous des guerriers. Ils installèrent leur camp près de la rivière Gila, au sud de Hot Spring. Au début, ils se montrèrent amicaux, et nous ne les détestions pas. Mais ils n'étaient pas aussi bons que ceux qui étaient venus la première fois. Un an après, des troubles se produisirent entre eux et les Indiens, et je pris le sentier de la guerre en tant que guerrier, et non en tant que chef. On ne m'avait pas fait de tort, mais on en avait fait à mon peuple, et je combattis avec la tribu, car c'étaient les soldats qui étaient coupables et non les Indiens. Peu de temps après, des officiers de l'armée des États-Unis invitèrent nos chefs à tenir une conférence à Apache Pass, Fort Bowie. Juste avant midi, on fit entrer les Indiens dans une tente et on leur dit qu'on allait leur donner à manger. Une fois entrés dans la tente, ils furent assaillis par des soldats. Notre chef, Mangus Colorado, et plusieurs autres guerriers coupèrent la toile de la tente et réussirent à s'échapper. Mais la plupart des guerriers furent tués ou capturés. Parmi les Apaches Bedonkohe qui furent tués dans cet incident étaient Sansa, Kledtai, Niyokae et Gopi. Après cette trahison, les Indiens retournèrent dans les montagnes et ne revinrent plus au fort. Je ne pense pas que l'argent chargé des négociations eût quelque chose à voir dans cette trahison, car il avait toujours été loyal envers nous. Je crois que ce sont les soldats qui avaient monté ce complot. Depuis le début, les soldats envoyés dans notre pays, et les officiers qui les commandaient, n'ont pas hésité à faire du tort aux Indiens. Ils n'ont jamais expliqué au gouvernement les torts qu'ils avaient faits aux Indiens, mais ont toujours rendu compte des crimes des Indiens. Presque toutes les actions méprisables que les hommes blancs ont commises ont été mises au compte de mon peuple. Du moins l'a-t-on fait croire à Washington. Les Indiens ont toujours essayé de vivre en paix avec les soldats blancs et les colons. À un moment, lorsque les soldats étaient stationnés à Apache Pass, je fis un traité avec les troupes. Il fut scellé par une poignée de main et la promesse d'être frères. Cochise et Mangus Colorado firent de même. Je ne connais pas le nom de l'officier qui commandait à ce moment-là, mais c'était le premier régiment qui vint à Apache Pass. Le traité fut scellé. Environ un an après, nous fûmes attaqués dans une tente, incident que j'ai mentionné plus haut. Quelques jours après l'attaque à Apache Pass, nous nous regroupâmes dans les montagnes et revînmes combattre les soldats. Il y avait deux tribus, les Apaches Bedonkohe et les Apaches Shokonen, toutes deux commandées par Cochise. Après quelques jours d'escarmouches, nous attaquâmes un convoi de ravitaillement qui se rendait au fort. Nous tuâmes quelques hommes et capturâmes les autres. Ces prisonniers, notre chef offrit de les échanger contre les Indiens que les soldats avaient capturés lors du massacre dans la tente. À cela, les officiers répondirent non. Aussi nous tuâmes les prisonniers. Nous nous séparâmes et nous cachâmes dans les montagnes. De tous ceux qui jouèrent un rôle dans cette affaire, je suis le seul survivant. Quelques jours après, des troupes furent envoyées à notre recherche, mais comme nous nous étions séparés,
il était naturellement impossible pour eux de localiser notre camp. Pendant qu'ils étaient à notre recherche, plusieurs de nos guerriers, les soldats pensaient que c'étaient des Indiens pacifiques, parlèrent aux officiers et à leurs hommes, leur suggérant où ils pourraient trouver le camp qu'ils cherchaient. Et pendant qu'ils cherchaient, nous les regardions de nos cachettes et nous amusions de leur échec. Après cet incident, tous les Indiens tombèrent d'accord pour renoncer à être amis des hommes blancs. Il n'y eut pas de grande bataille, mais une longue lutte s'ensuivit. Quelquefois nous attaquions les hommes blancs, d'autres fois ils nous attaquaient. Ils tuaient des Indiens, et nous tuions des soldats. Je pense que le nombre des morts s'équilibrait des deux côtés. Le nombre de morts dans ces accrochages n'était pas très important, mais la traîtrise des soldats avait irrité les Indiens, et leur avait rappelé le souvenir d'autres trahisons. Si bien que nous ne fîmes jamais plus confiance aux troupes des États-Unis.